ah ben non, de toute façon, là Obama nous dit, de toute façon, moi j'enverrai pas d'armes de militaires au sol, sauf si le Daesh a des armes nucléaires. Et à force d'entendre ce genre de truc, on se dit, pourquoi est-ce qu'il parle d'armes nucléaires? Est-ce que ce serait pas parce qu'il aurait déjà fourni des armes nucléaires au Daesh pour justement se servir de ça comme moyen d'intervenir? Tu vois, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut utiliser les arguments de l'adversaire et se demander si c'est pas un appel plutôt un avertissement. C'est de se dire, ils ont peut-être déjà fourni les armes nucléaires, hein, au Daesh. Et que c'est avec ça qu'ils vont... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le Daesh, t'imagines, des terroristes, des types qui égorgent en, en, en possession des armes les plus destructrices qui existent. C'est effroyable, hein. Ah ouais, bah, j'étais pas au courant moi de tout ça, tu vois, c'est un sujet que je connais Voilà. un peu moins que le reste. Alors, Du coup, si tu ajoutes tout ça, c'est-à-dire la déclaration d'Obama, elle a été reportée par Russia Today, j'ai lu ça ce matin ou hier, je sais plus. Et le fait que maintenant ils considèrent qu'ils ne pourront pas vaincre le Daesh s'ils ne s'en prennent pas à l'armée arabe syrienne, le décor est planté, hein. Le décor est planté. L'Ukraine, les États-Unis, maintenant, je pense, se rendent compte qu'ils ne pourront pas faire grand-chose. Là, l'hiver approche, ça va être très difficile de prendre le dessus sur les séparatistes. Là, les séparatistes peuvent même prendre l'initiative et décider de contre-attaquer d'une manière efficace, hein, c'est tout à fait possible. Par contre, la Syrie en hiver, il fait froid, mais ça va quoi. C'est pas comme la Sibérie. Alors, je me projette un petit peu. Comment tu vois les événements? Alors, qu'est-ce que ton instinct qu'est-ce qu'il te dit? Alors, comment tu penses que ça va se goupiller? Alors, ce qui va être goupillé. Ça sera pas forcément le cas, hein, mais simplement. Oui, non, mais bien sûr, je veux dire, c'est une définition de scénario. Donc, ça veut dire, par exemple, que tu peux avoir une décision d'Obama d'attaquer l'armée syrienne sous un prétexte fallacieux quelconque. Oui, ils ont déclenché leur missile anti-aérien sur un de nos avions. On est obligé de répondre. Enfin, voilà, hein, enfin, je veux dire, un classique de mensonge militaire de plus ou de moins. Ça va pas faire bien grande tâche sur toute l'histoire militaire des Américains, hein, des États-Unis. Hein, enfin, des mensonges, je crois que c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de nous fournir. Hein, c'est monnaie courante. Donc on peut très facilement imaginer. Alors moi j'exclus l'utilisation d'armes nucléaires par le Daesh, quoi, parce que c'est effroyable, quoi. C'est soit ils font exploser une bombe atomique sur Alep. Enfin, non, c'est impensable. Ils feraient pas ça. Et puis de dire ensuite ouais mais il faut qu'on intervienne. Évidemment l'armée syrienne nous empêche d'intervenir, donc ça veut dire que ils sont complices du Daesh. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de prétextes tortueux, fallacieux pour arriver à intervenir et écraser. Parce que la seule cible des Américains, c'est Damas, hein, c'est tout. Ah bah, le but, c'est quand même de mettre à l'écart Assad. Ah oui, Hein, mais c'est de le renverser. C'est voilà. d'annihiler totalement en fait la Syrie. Et ensuite qui sera absorbé dans une entité plus grande, dont j'aurai l'occasion de parler dans quelques temps, qui effectivement lorgne énormément sur le territoire syrien pour des questions de richesse minière, pour une question de territoire, pour une question de passage d'oléoduc, etc. Hein. Il y a toutes ces données-là. Et puis du fait que, bien sûr, Assad résiste impunément à l'ordre établi, à l'impérialisme américain. Donc donc il y a l'Ukraine, et c'est pas dit que l'Ukraine ne peut pas virer à la guerre totale, hein, avec les Russes. Hein. Bah, mais bon, ouais. moi je pense que... Alors il y a une information à vérifier, c'est qu'apparemment
contrairement à ce que les Russes ont toujours décidé pour ne pas fâcher les Israéliens, mais qu'ils ont quand même de bons rapports, ils ont renoncé jusqu'à présent à fournir des missiles, les redoutables missiles sol-air S-300, qui ont fait des très gros dégâts. Euh, je crois que ça a été utilisé une fois, je sais plus, je crois que c'était en Yougoslavie à une époque, c'était la version plus petite, antérieure, ouais. Il est redoutable ce système. Et ils ont renoncé, les Russes ont renoncé à en fournir à l'Iran, pour les mêmes raisons. Et ils ont renoncé à en fournir jusqu'à présent à la Syrie. Ils sont revenus dessus, il y a quelques jours apparemment. Hein. Et ils ont décidé de fournir des S-300 à la Syrie. Ça signifie quoi? Qu'ils les arment. Oui. Ils savent comment ça. Ils se préparent Exactement. Ça veut dire que à une offensive. voilà, l'état-major russe a très clairement décortiqué les déclarations d'Obama. Le schéma. Ouais. Le schéma qui va être utilisé pour attaquer la Syrie. Et il se dépêche de faire acheminer des systèmes de défense anti-aérienne S-300 à la Syrie. Ce qui fait que c'est soit les Américains vont faire en sorte d'attaquer avant que les S-300 soient mis en route, sachant que les Syriens ont déjà des systèmes anti-aériens, si tu veux, mais est-ce qu'ils sont assez performants pour ce... Parce qu'attention, c'est là qu'on note, c'est là qu'on peut se rendre compte de la gravité de la situation, c'est que une armée n'utilise jamais ses dernières, comment je dirais, ses atouts les plus précieux et ses armes les plus sophistiquées et les plus neuves au dernier recours, au premier moment. Ils utilisent quand les premières ont été anéanties et qu'elles n'ont pas servi grand chose sur le terrain et qu'il reste que ces produits neufs et ultra techniques. Et là, les Américains n'ont pas hésité un seul instant à utiliser le F-22 Raptor, qui est un des derniers avions sortis des usines aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont réellement l'intention d'utiliser ces avions-là pour attaquer la Syrie. Précisément pour avoir la capacité de s'opposer au système de défense antiaérien existant déjà. Alors, d'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, admettons que le schéma diabolique des Américains fonctionne. Ils arrivent à renverser Assad. Comme pour le printemps arabe, on peut se douter qu'il y aura un islamisme radical dans le pays. Mais comment ça va se passer après? C'est l'Iran? C'est la Russie? Alors, une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où Assad ne sera jamais renversé, ça c'est clair. Par contre, la Syrie peut être détruite à feu et à sang. Ouais, à feu et à sang. Parce qu'il faut savoir que les Iraniens sont pas dupes, hein. Donc ils savent très bien le jeu des Américains, même si les Américains au début ont dit venez les Iraniens, aidez-nous à vaincre le Daesh. Et les Iraniens sont pas stupides, ils se sont rendus compte que le Daesh, qui est-ce qui l'avait créé? C'était les Américains, les services secrets américains, israéliens et français et compagnie, quoi. Donc ils savent très bien que tout ça c'est du bluff, que c'est de la filouterie. Et donc les Iraniens, au départ, ils ont dit oui, ben, si vous voulez, on vous aide, mais suivant un schéma bien précis quand même. Tu vois, on va pas vous aider naïvement pour qu'ensuite vous nous attaquiez dans le dos pendant qu'on est en train d'attaquer le Daesh. Tu vois. Donc, mais là, les accords qui ont été signés avec la Syrie, c'est si la Syrie est attaquée, l'Iran réagit. C'est net, clair et précis. Et si l'Iran réagit, la Chine derrière l'appuie l'Iran. La Chine, hein. Et la Chine a plusieurs fois l'année dernière, et même cette année, déclaré, à travers ses officiers supérieurs de l'armée, si l'Iran est attaqué, la Chine ira jusqu'à la 3e guerre mondiale pour défendre les intérêts de l'Iran. On en est là, en fait. Oui, on en est là parce que la Chine défend ses approvisionnements d'énergie en pétrole. L'Iran est un fournisseur de pétrole pour la Chine. Donc la Chine sait que si on attaque l'Iran, on attaque en fait ses fournitures de pétrole. C'est pas par hasard d'ailleurs s'ils ont signé des gros contrats avec les Russes sur le plan du gaz et du pétrole. D'accord. Donc c'est vraiment, on est dans un système géostratégique. Hein. Là, ça va nous mener très rapidement au clash final, hein, à ce niveau-là.
Et donc, si les Américains frappent, je pense qu'il y aura pas forcément une réponse immédiate. Parce qu'il faut, moi, je l'ai cru à un moment donné, parce que c'était quand même assez vicieux. Quand la chasse aérienne israélienne envoyait des missiles en Syrie, sur la Syrie, hein, à partir du Liban. Plusieurs fois, la Syrie a été attaquée. Et je pense que c'est Moscou qui a décroché son téléphone en appelant Assad en disant ne réagissez pas, parce que si vous réagissez, c'est le feu d'artifice. Ils n'attendent que ça. Donc, Assad, il a avalé sa salive, et il a mis, tu vois, je veux dire, il a mis sa fierté de côté, puis il s'est dit, bah non, on va pas réagir, parce que là, après, c'est le chimique, c'est le nucléaire, enfin, voilà, c'est le feu d'artifice. Après, bah, il y a eu l'histoire de la Ghouta, tu sais, avec la fausse attaque chimique, là où il y a eu des gosses, les parents de l'attaqué, qui étaient à 300 km au nord, ont reconnu des enfants qui avaient été enlevés par les terroristes djihadistes et qui avaient été emmenés dans la banlieue de Damas pour être gazés et pour servir en fait de victimes pour désigner Damas comme étant, enfin Bachar al-Assad comme étant responsable du gazage. Ça, c'était l'année dernière. C'était en 2013. Et on est passé très près de la Troisième Guerre mondiale parce que les États-Unis, la France et l'Angleterre avaient positionné leurs marines dans la Méditerranée, prêts à frapper la Syrie. Et c'est la Russie qui s'est interposée à Tartous en créant une ligne de défense avec les fameux missiles version mer du S-300. Que d'ailleurs, il y a eu le lancer de 2 missiles qui ont été interceptés extrêmement rapidement. Et là, les Américains se sont rendus compte que s'ils continuaient, ça allait très mal se passer pour eux. Donc, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, par le passé, il y a déjà eu des tentatives pour déclencher une guerre. Hein, on va dire, frapper la Syrie. On va dire ça comme ça. Absolument. Mais aujourd'hui, les Russes et ses alliés se sentent assez forts pour ne plus ravaler la salive. Ah bah oui. D'accord. C'est pas qu'ils se sentent assez forts, c'est qu'ils ont été acculés jusque dans la tanière, si tu veux. Ça qu'arrive à un moment donné, tu peux plus reculer. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu dis on va faire des exercices militaires à 10 km de la frontière russe, des exercices militaires de l'OTAN, des exercices majeurs, hein, c'est de la provocation. Il y a un moment donné, tu te dis, bah, c'est quand qu'ils vont nous attaquer, quoi. Hein. C'est ça la prochaine, en fait, la prochaine étape. Et ils ont effectivement déjà voulu écraser la Syrie sous une bordée de missiles Tomahawk. Mais voilà, ça s'est mal passé parce que les Russes possédaient un bâtiment, un navire de guerre qui est redoutable, qu'on appelle le tueur de porte-avions, qui possède toute une bardée de missiles qui sont capables d'envoyer par le fond n'importe quel porte-avions. Donc là, les Américains se sont dit, avec nos barquettes flottantes, là, et là, il y a des missiles qui sont partis, et pouf, les Tomahawks ont disparu de l'écran radar. Donc là, les Américains se sont dit, Syrie à lui tout seul, hein. Mais l'autre, Hein? D'accord? c'est le bon petit sergent. Oui. Et Donc ils sont acculés aussi. mais moi, si tu veux, là où je me dis, c'est que donc les États-Unis ont toutes les intentions. Hein, c'est peut-être eux qui seront encore peut-être plus dangereux que les États-Unis, parce que les États-Unis, à la limite, ils vont intervenir. Et c'est comme Yanukovych quand il a découvert qu'il allait donner pas forcément scrupuleux, mais en tout cas qui ont une certaine conscience, tu vois, et qui se disent non, anodin, et ça se passe au moment où il y a cette histoire avec le Vladivostok de classe Mistral, que je pense, il y a eu une analyse sur BFM en l'occurrence, faut quand même citer certaines sources, hein, d'environ 1 mètre. Donc là, à part un missile perce bunker, si tu veux, les airs sont floutés. Pour pas que ça représente un danger. Et donc, les drones étaient là pour cartographier précisément la centrale nucléaire. Parce qu'il faut savoir que le réacteur produit de l'eau chaude,
Il y a un échangeur pour éviter de transmettre, je dirais, la radioactivité du cœur. Donc il y a un circuit secondaire. La fourniture d'électricité. Est-ce que le transformateur passe du 3 fois 20 000 à 3 fois 450 000 volts ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, Pas tant, si. si. Je crois qu'il y a 50 et quelques réacteurs pour 19 centrales, je crois. Il y a entre 2 et 4 réacteurs par centrale, un truc comme ça. Je sais plus, enfin, une histoire comme ça. Il faudrait que je me penche un peu sur le sujet, mais bon. Et donc, pratiquement toutes les centrales ont eu la visite d'un drone. Et le type disait, ils sont en train de cartographier la centrale. Eh ben oui, Donc, oui. non seulement l'armée n'a pas réagi, ben voilà. mais ouais, on Voilà. peut se poser la question. Hein. Donc, il y a le scénario serait qu'en fait, les Américains font du chantage sur la France en disant si vous n'obéissez pas, si vous n'êtes pas à nos côtés pour attaquer la Syrie, etc., on détruit tous les transformateurs de toutes les centrales nucléaires de France et centrales en off pour pouvoir faire des travaux. Ils se retrouvent avec une fourniture qui est tout juste plus importante que la demande. Et donc, si le moindre incident arrive, paf, ils seront obligés de couper l'électricité à certaines villes ou certaines régions, ou tu vois. Donc, si jamais tu as la moitié des centrales qui tombent en panne parce que les transformateurs ont été détruits, c'est tout le système électrique français qui dégage. Hein. Et avec lui, tous les gens qui sont fournis en électricité française, hein, les Allemands, parce que les Allemands sont tournés au charbon. Et là, je voudrais dire que c'est pas par hasard. Si les Allemands ont arrêté les centrales, c'est pas parce qu'il y a eu un incident à Fukushima, c'est que les Allemands étaient aussi probablement sous chantage américain en disant si vous nous faites chier, on vous a pas balancé des bombes atomiques sur la gueule pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez de la chance. Mais ça, c'est partie remise si jamais vous continuez à pas obéir à nos ordres. On peut très bien détruire une de vos centrales et là, vous l'aurez, votre pollution au nucléaire. Et donc, c'est du chantage. Hein. C'est du terrorisme. C'est-à-dire que ça a été, pour nous, une certaine indépendance énergétique, mais maintenant, on va le payer très cher parce que les Américains sont capables de nous menacer avec. Et je pense que ces drones-là sont américains. C'est la CIA. Voilà. Donc c'est pour dire que pour eux, la livraison du Mistral, ça pose un problème. Hein. Ah bah oui. Bah, de toute façon, il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs alertes. Il y a eu plusieurs alertes hein, entre la sanction pour la banque là, c'était la BNP. La BNP. Oui, hein. bah oui. La BNP, tout ça. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs. Qui a fait plusieurs du fric étapes. en dollars Voilà. avec l'Iran, alors que évidemment, par exemple, avec l'embargo en Iran, Peugeot est obligé d'arrêter la fabrication des voitures en Iran. Et qu'est-ce qui est en train de les remplacer? C'est les Américains. Hein. C'est vraiment d'infâmes salopards. Ce sont d'infâmes salopards. C'est-à-dire que c'est des gens qui te disent bah non, c'est embargo, donc toi t'as pas le droit de vendre, puis après ils arrivent derrière, le nez enfariné, oh non, on va faire des affaires. En fait, ils t'ont éjecté pour prendre pour prendre la place de celui qui a éjecté. Non, mais qui a été éjecté. Voilà, donc je dépeins, je dépeins peut-être un tableau catastrophique et absolument détestable des Américains, mais malheureusement, je veux dire, leur passé parle pour eux. Hein. Leur passé parle pour eux. Le seul pays qui a balancé la bombe atomique sur un autre. Hein, ah oui. De toute façon, faut simplement. Hollywood, c'est bien joli, hein, c'est bien beau, mais Hollywood, ça a été créé au lendemain de la guerre du Vietnam. Hein. C'était pour redorer un petit peu l'image des États-Unis, tout ça. Ah bah c'était même avant. Non, c'était à peu près la même période. Hein. Ok. Il y avait déjà du cinéma américain. Hein. C'est toujours pareil. Par exemple, en France, on invente le cinéma et c'est les Américains qui l'exploitent. Ça prouve une chose, c'est que c'est pas tant que ici on n'ait pas la possibilité de vivre de ses inventions. C'est que le système français est assujetti au système américain. Donc voilà. Quoi. Ils veulent pas que la France, depuis que De Gaulle a été éjecté. Ils veulent pas que la France devienne un pays indépendant, réellement indépendant. Et voilà quoi. Mais on est menacé, c'est clair. On est menacé par ces gens-là. Ils veulent nous utiliser, l'armée française
pour déclencher une guerre mondiale. Hein. Et moi, je l'attends, malheureusement, je l'attends en Syrie. Ça sera officiel, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, ça sera officiel. Et l'Algérie, alors tu penses pas que ça peut être un élément déclencheur aussi, l'Algérie? Parce que tous les pays à peu près ont été... Ouais. Alors, hein, c'est un des pays qui n'a pas été encore touché par le soi-disant printemps arabe. Ouais. Mais il faut faire la différence entre le projet américain et ce qu'ils ont réussi à mettre en place dans leur projet. C'est-à-dire que effectivement, si tout leur projet avait été défilé, c'était mis en place progressivement exactement comme ils l'avaient prédit, l'Algérie ne serait plus qu'un tas de ruines aujourd'hui. Hein. Ça c'est clair. Hein. Elle serait plus qu'un tas de ruines. Mais la Syrie aussi. Mais la Syrie est toujours debout. Hein. Elle est toujours debout alors qu'ils étaient censés la détruire 6 ou 7 ans après les attentats du 11 septembre. Hein. C'est-à-dire en 2008-2009 maximum. D'accord? Donc ils ont pris du retard. Hein. C'est pour ça, si tu veux, en prenant du retard, ils ont laissé ce laps de temps suffisant pour que les gens se rendent compte et prennent conscience de la situation. Ça, c'est une première chose. Mais il y a eu la crise financière de 2008 qui les a considérablement affaiblis. Ils ont voulu affaiblir le monde entier, mais ils ont considérablement été affaiblis eux-mêmes. Et en fait, toute la situation est en train de leur échapper. Les États-Unis, c'est comme la bête blessée qui sait qu'elle va mourir si elle fait rien. Donc là, les scrupules n'existent plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui a merdé alors dans le plan avec l'Algérie? Où c'est que ça... Qu'est-ce qui a... Bah, il y a des choses qui ont pris du retard. La Syrie, ça a pris du retard. D'accord. La Syrie, ça a pris du retard. Et puis la Russie, la Chine ont commencé à progresser au-delà de ce que les États-Unis avaient souhaité que la Russie et la Chine fassent, quoi. Voilà, la Russie est redevenue une puissance militaire de première importance. Parce que la disparition là d'Hervé Gourdel, ce qu'on a entendu il y a quelque temps, tu sais, le journaliste. Ah bah de toute façon c'était ça aurait pu être l'élément déclencheur qui... Absolument. C'est le même topo qu'avec les journalistes égorgés soi-disant par le Daesh en Syrie. Pareil, hein. Pareil. Exactement. Un prétexte pour intervenir. Mais les Algériens, ils ont déjà vécu il y a 20 ou 22, 23, 25 ans, je ne sais plus. Dans les années 90, ils ont vécu le terrorisme exactement du même type que celui qui sévit en Syrie. Donc ils sont exactement au courant de ce qui se passe. Hein. Ils savent très bien qui est derrière. Il n'y a aucun problème. Ils connaissent, donc, voilà. Il y a eu une tentative de prise d'otage dans une base qui était un puits de pétrole, je crois, il y a quelques mois. Et l'armée algérienne, c'était des terroristes qui avaient pris en otage les gens. On sait pas très, tout était suspect, hein, la façon dont les terroristes avaient réussi à rentrer dans la base. Enfin, il y avait des trucs curieux, quoi. Et certainement qu'il y avait des gens infiltrés. C'était des Occidentaux dans la base. Hein. Les gens qui travaillaient, c'était des Occidentaux. Donc les Algériens ont pensé qu'en fait, parmi les Occidentaux, il y avait des gens qui avaient ouvert les portes, quoi, en gros, qui étaient infiltrés. Et les Algériens, ils savaient que quand tu as affaire des terroristes, les mecs, ils se font sauter avec leurs victimes. Enfin voilà, quoi. Donc là, ils n'ont pas transigé parce que ils savaient qu'à un moment donné, les Occidentaux allaient leur forcer la main pour intervenir. Et ils avaient à ce moment-là les pieds en Algérie. Et ça, les Algériens ne voulaient pas en entendre parler. Ils savaient très bien que les Occidentaux allaient tendre la main, tu vois, tu lui donnes le bras, puis après tout le reste, il passe. Et puis, voilà, ils te bouffent complet. Et donc ils sont intervenus extrêmement rapidement. Pouf, il y a eu des morts, mais ça, je pense, à mon avis, il y aurait eu des morts de toute façon. Ils ont limité Voilà, ils ont limité la casse, mais au moins ils ont en fait... ils ont devancé en fait les intentions des Occidentaux de profiter de cette occasion-là pour intervenir en Algérie. Tu vois? Et là, ça a coupé court. Et le message que ça a été envoyé aux Occidentaux, c'est ne recommencez pas parce qu'on sait très bien ce que vous voulez faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils entourent l'Algérie, tu vois, le Mali, tout ça, c'est autour. Hein. Bien sûr. L'histoire des terroristes, etc. Tout ça, c'est du flanc. Hein. Tout ça, c'est du flanc. Hein. Non, c'est pour ça, préparer c'est pour mettre des zones. Absolument, absolument. L'isoler et voilà. La base américaine dans le sud de la Tunisie ou des choses comme ça, tu vois.
Tout ça, c'est fait pour écraser l'Algérie, ça c'est clair. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle des printemps arabes algériens. Ça n'a pas marché. Ça va marcher parce que les Algériens, ils ont souvenir de ce qui s'est passé il y a 25 ans dans leur pays avec les terroristes. Ils savent, ils savent, ils Et savent. puis même avec un petit peu aussi la guerre d'Algérie, enfin, Oui, et malgré tout, ils ont un passé qui. oui, ouais. Hein, C'est pas des idiots, ils savent très non. bien ce qui se passe. Voilà. Hein, ils ont compris. Hein, ils ont compris. Alors, ils ont un talon d'Achille qui s'appelle la Kabylie. Euh, alors moi, j'ai de la sympathie pour. J'ai de la sympathie pour tous les Algériens, c'est-à-dire ceux qu'on nomme arabes et ceux qu'on nomme berbères. Et ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Et moi, je voudrais dire aux berbères qu'ils fassent très attention à tous ces gens qui, soi-disant, les défendent et qui, en fait, peuvent très bien être des agents étrangers pour semer la zizanie. Et ça va faire comme en Syrie, hein, c'est-à-dire que les djihadistes, au tout départ, ils forçaient les gens à sortir dans la rue pour protester contre Bachar al-Assad. Et à la fin, parmi eux, il y a eu des morts. Hein. Mais c'était pas Bachar al-Assad qui les avait tués, c'est les djihadistes. D'accord. Donc, finalement, il faut toujours se méfier des gens qui veulent t'aider si c'est au bout du compte pour faire une révolution qui va se retourner contre toi. Tu vois. Et c'est tout ce que ça risque de faire. Hein. Donc, effectivement, la Kabylie veut son indépendance. Enfin, il supporte pas d'être algérien. Se dit non arabe, etc. Hein. Je peux dire. Là, je suis dans les grandes largeurs parce que je peux faire des erreurs de diction à ce niveau-là, mais je pense que s'il y a des bisbilles entre les deux communautés, il vaut mieux qu'elles soient réglées, qu'elles soient négociées dans un esprit de paix et surtout en dehors de tous ces agents étrangers intermédiaires qui vont profiter des dissensions internes pour détruire l'un et l'autre. L'un et l'autre, hein. Parce qu'ils sont pas là pour aider, hein. Ils sont là en fait pour utiliser un agent intérieur, enfin un agent intérieur, pas un agent intérieur, une partie intérieure pour la dresser contre l'autre. Détruire de l'intérieur un pays. Les affaiblir tous les deux. Voilà, exactement. Mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Syrie, ils l'ont fait en Libye, voilà. Ils l'ont pas fait trop en Côte d'Ivoire parce que, en fait, les Ivoiriens étaient massivement derrière leur président Laurent Gbagbo. La France a fait intervenir des mercenaires du Burkina Faso, en fait. Et tout ça, ça venait du Burkina Faso, en fait. Et donc ils n'ont pas réussi. Bon, il y a forcément des gens pas très très recommandables en Côte d'Ivoire, mais grosso modo, dans les grandes lignes, le peuple ivoirien était derrière Gbagbo. Donc ça, à mon avis, était très difficile de soulever une partie du peuple pour contrer le président Gbagbo à ce moment-là. Donc c'était pas exactement la même technique. Mais enfin, même en Libye, hein, même en Libye d'ailleurs. Même en Libye, c'est des terroristes qui venaient de l'extérieur. Ils ont utilisé une partie comment ça s'appelle, des tribus libyennes pour se dresser contre. Enfin, entre les critiques qu'adressaient certaines tribus libyennes à Kadhafi à l'époque et de le tuer ensuite, il y avait un gouffre, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas contents, mais enfin bon, c'est comme nous. À l'époque de, je sais pas, Mitterrand, il y a des gens qui étaient pas contents contre Mitterrand, tu vois, mais ça leur viendrait jamais à l'idée de prendre une arme et d'aller le tuer. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas content parce qu'on gagne pas assez d'argent, les payes sont trop minces, tu vois, il y a un peu de chômage, voilà. C'était ça, c'était ce genre de manifestation de mécontentement, tu vois. Mais c'était pas Pinochet, il faut le descendre parce qu'il est en train de tuer tous les gens, tous les opposants politiques, tu vois. Ça n'avait rien à voir avec ça. Bon. Donc ils utilisent des agents extérieurs, hein. C'était des Qataris, je crois, en Libye. C'était des agents, enfin c'était des terroristes qataris qui étaient acheminés. Voilà. Donc, puis bon, bien sûr, il y a l'Égypte, hein, qui a eu un retour de l'armée au pouvoir, mais ils ne sont pas tellement échappés des griffes des États-Unis quand même. Hein. Al-Sisi, il donne pas l'impression d'être vraiment indépendant de la politique américaine. Hein. Bien qu'il commence à se tourner vers la Russie. Mais bon. Voilà, donc
On part de l'Ukraine et on voit que tout ça est lié. Tout est lié. Tout. Ça fait partie d'un grand projet américain, oligarchique, synarchiste, du nouvel ordre mondial, d'accord, hein, de domination planétaire d'une nation sur l'ensemble des populations de la planète. Et le pire, c'est que je pense que même les États-Unis sont un proxy. C'est-à-dire que c'est le paquebot, enfin c'est le porte-avions de gens dans l'ombre qui le pilotent. Et nous, on voit les États-Unis, mais en fait, il y a encore des gens derrière qui pilotent tout ça. Et le problème, c'est que c'est la panique à bord parce que la Syrie a résisté. Elle a très courageusement et très héroïquement résisté. Et ça leur est absolument insupportable. Là, maintenant, le temps passe très vite. La ruine économique des États-Unis est presque consommée, tu vois. Donc là, maintenant, c'est dans quelques mois. Il y a des experts qui l'ont dit, hein, d'ailleurs, apparemment, là, ces derniers jours, que le mois de mai 2015 verrait l'émergence d'une crise financière beaucoup plus forte que celle qu'il y a eu en 2008. Pourtant, celle-là, elle a été carabinée. Faisant passer celle-ci, justement, de 2008 pour le pipi de chat. Et donc, forcément, les États-Unis vont être dans l'œil du cyclone hein, pour cette situation-là. Mais je crois que déjà, hein, il y a pas mal de justifications internes là-bas, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont comment? Enfin, il faut pas croire non plus que aux États-Unis tout se fait calmement. Il y a beaucoup de tensions internes, oui, bien beaucoup sûr. de. Il y a des luttes, il y a des luttes intestines. Hein. Mais là, le problème, c'est qu'avec ils sont trop engagés. Ouais, ils sont trop engagés sur le plan financier. C'est Wall Street qui commande. Et au Congrès, les gens sont corrompus. Ils ont sans arrêt des gens derrière qui leur promettent du fric s'ils décidaient de voter telle ou telle chose. Et les mecs cèdent. Hein, les mecs cèdent. Et le plus critique dans tout ça, c'est que les élections de mi-terme, de mi-mandat pour Obama, c'était une catastrophe parce que désormais les deux chambres, la Chambre des députés et la Chambre des représentants des sénateurs, est maintenant de majorité républicaine. Et les républicains sont, on dirait statistiquement, plus portés sur la guerre que les démocrates. Hein. Et eux, très clairement, ils veulent que l'armée américaine frappe la Syrie. Donc c'était déjà dangereux avant, mais avec une majorité républicaine au Sénat, ça l'est encore plus maintenant. C'est-à-dire que Obama n'est plus là, il est déconnecté en fait de la nation. Et les deux chambres sous majorité républicaine vont lui faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça le risque. Hein. Et c'est pour ça que la déclaration d'Obama qui disait que il ne pourrait pas vaincre le Daesh s'il ne s'en prenait pas aussi à la Syrie, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Moi, je vois ça dans les prochaines semaines, peut-être même dans les prochains jours. Hein. Les premières frappes. Il y aura une frappe. Alors, mais tout le monde s'y attend. Hein. La Syrie est absolument. Moi, j'ai eu une confirmation que les Syriens s'y attendent. Ils sont préparés. Hein, ils savent. Hein. Ils n'ont pas engagé les unités les plus aguerries et les plus massivement armées parce qu'ils les préparent justement dans cette perspective-là. Ils ont dispersé des armes, etc. Enfin, ils ont fait en sorte que la frappe ne soit pas, ou du moins soit la moins terrible possible pour l'armée syrienne. Hein. Donc ils ont dispersé toutes leurs armes, ils les ont cachées. Enfin, il y a plein d'artifices qu'ils ont utilisés pour ça. Donc ils sont tout à fait prêts. Hein. Et donc la réponse russe de fournir enfin des S-300 à la Syrie, ça prouve que l'état-major russe a compris que cette fois, l'état-major russe a compris que maintenant les Américains étaient sur le point d'attaquer. Donc s'ils attaquent, c'est pour ça que Poutine, les derniers jours, là, les tout derniers jours, les propos de Poutine sont durs. Ils sont beaucoup plus durs que les propos qu'il tenait il y a un mois. Hein. Il y a un mois, c'était consensuel, c'était non, je cherche la paix, on va signer. Là,
C'est tranchant. Et là, c'est tranchant. On sent qu'ils sont près de la rupture, les Russes, hein. Et je pense que ça serait une attitude absolument débile que de croire que les Russes s'arrêteront. De le sous-estimer. Ouais, alors, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Euh, c'est quelqu'un qui connaissait, je crois que c'était un diplomate, qui connaissait les deux caractéristiques d'un côté américain et de côté russe. Il disait que les Américains menaçaient souvent, ils faisaient du bluff. Ils menaçaient souvent, tu vois, ils disaient je vais faire ça, attention, je vais faire ça, attention, je vais être violent, attention, tu vois. C'était censé terroriser l'adversaire pour le faire céder avant que d'être obligé de mettre en pratique la menace. Les Russes, non. Ils préviennent pas. Ils protestent. Ils disent non, ça c'est pas possible. Et à un moment donné, blanc. Et c'est des joueurs d'échecs. C'est-à-dire que c'est vraiment la différence entre les Russes et les Américains. Les Américains, c'est le poker, c'est du bluff, tu vois. Et les Russes, c'est les échecs. Et c'est pour ça que les Américains ont tant de difficultés avec les Russes. Parce que quand tu bluffes une fois, tu bluffes deux fois, tu bluffes trois fois, l'autre en face, il se dit c'est un brigolo ce mec. Tu vois. Mais quand tu es aux échecs, tu réfléchis plusieurs coups à l'avance. Voilà. Et ça change tout. Et ça change tout. Et ça fait toute la différence. Donc là, ça prouve une chose, c'est que... voilà, c'est le téléphone qui sonne. Ah bah c'est les soucis du direct. Voilà, les hein. soucis du direct. Bon, ça va le laisser sonner. Donc, c'est ça toute la différence finalement entre les deux, quoi. C'est que il y en a un qui prépare. C'est pour ça que les Américains n'arrivent pas à prendre le dessus. En Ukraine, ils sont pas arrivés à prendre le dessus parce que les Russes les ont sentis venir. Ils ont lu le grand échiquier de Zbigniew. Mais il est bien, quoi. Parce qu'ils peuvent s'enrichir, tu vois, ce genre de choses. Alors Poutine les supporte parce que il veut pas passer pour un dictateur, donc il les laisse vivre, si je puis dire. Mais il faudrait pas que ça s'envenime. C'est-à-dire, il faudrait pas, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils prennent une posture, hein. C'est-à-dire, où tu défends la Russie, ou tu défends le capitalisme américain. T'es russe, mais voilà, il faut que tu fasses un choix, quoi. Et Poutine les attend au parage aussi, au virage, ces gens-là qui l'entourent. Ah, ils sont pas immédiatement autour de lui, si tu veux, mais ils sont pas loin quand même, hein. Donc il est obligé d'en tenir compte. Mais à un moment donné, Poutine va dire ça va plus. Ça va plus. Moi, ça me rappelle. Je crois que si on veut avoir une petite idée de ce qui risque de se passer, il faut se remémorer ce qui s'est passé en Géorgie. Là pour le coup. Alors en Géorgie, provocation américaine. Utilisation de petits territoires limitrophes avec la Russie qui décident de prendre leur indépendance. L'Ossétie du Nord, et puis je ne sais plus laquelle, l'autre au bord de la mer Noire, en forme de triangle. Et Pour situer la Géorgie, c'est à côté du Kurdistan, du Kazakhstan. non, c'est au sud de la Russie, si tu veux, mais au bord de la mer Noire. D'accord. En dessous, je crois que tu vas voir il y a l'Arménie limitrophe. Je crois que c'est non, c'est pas le Kazakhstan, c'est... Oh, je me rappelle plus. Et après, en dessous, tu as le Turquie. Non, non, non. Non, pas le Turquie. Non, je crois pas. Quoique. L'Ouzbékistan. Non, 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 non. Non, je me rappelle plus. Il faudrait voir une map là. J'ai un trou. Alors, ces deux territoires là que tu me disais. Alors, c'est deux petits territoires. Et à un moment donné, les Américains ont acheminé des armes. Et d'ailleurs, même les Israéliens, paraît-il, avaient réussi à s'emparer, à avoir fait signer un protocole secret pour posséder une base aérienne qui leur aurait permis en fait de bombarder l'Iran. Sans passer par l'Irak, la Jordanie, tout pour ça. avoir un meilleur quadrillage pour avoir moins de distance à parcourir, tu vois. Donc, en passant par un autre allié au sud des États-Unis contre l'Arménie, quoi, en fait. Et donc là, un jour, l'armée géorgienne est rentrée dans la petite portion du nord, l'Ossétie du Nord. Et l'Ossétie du Nord, je crois.
ou du sud, je sais plus. Enfin, elle est au nord de la Géorgie en tout cas, ça c'est sûr. Et donc ils ont attaqué. Mais ils ont attaqué alors qu'il y avait des soldats de la paix, des casques bleus russes, qui étaient là présents. Hein. Ils ont assassiné en fait les casques bleus russes. Ils ont tiré à l'arme lourde sur des civils, là, comme par hasard, encore une fois. Hein. Ça rappelle exactement ce qui se passe en Ukraine, hein, comme par hasard. Hein. Ils ont tiré sur les civils et là les Russes ont dit arrêtez ça tout de suite, tout de suite. Poutine était déjà au pouvoir à ce moment-là. Hein. Était au pouvoir. C'est là qu'est intervenu Sarkozy dans les affaires pour empêcher que ça parte en couille. C'est lui qui est intervenu en faisant, en calmant la situation. Parce que ça partait très mal. Donc il y a eu un bombardement, puis à un moment donné les Russes arrêtez ça tout de suite. Les autres ils se sont crus comme au champ de foire, tu sais, tirer des canards en plastique, et ils ont continué. Et là les Russes sont intervenus. Alors c'était foudroyant. En 2 jours ça a été tartiné. Hein. C'était fini, hein, l'armée géorgienne en déroute, enfin la totale quoi. Voilà, c'est pour dire que attention, je vais pas, enfin les Russes ne préviennent pas. Je fais ce que je dis. Voilà, j'ai dit attention, n'allez pas plus loin. Si vous le faites, c'est ah non, je vais être méchant, hein, non, 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 je suis méchant là. Tiens, on ça dans la tête. Voilà, c'était normal parce qu'ils tiraient sur des civils. Hein. Avec des canons lourds, de l'artillerie lourde, hein. Comme en Ukraine, hein. Comme dans l'Est de l'Ukraine, enfin l'Est d'Ukraine, l'ex-Est Ukraine, qui s'appelle la Novorossia maintenant, oui. Ou on peut toujours l'appeler le Donbass, c'est la région du Donbass qui est à cheval sur l'ex-Ukraine et la Russie, Rostov, tout ça dans ces coins-là, c'est la région du Donbass. Voilà, donc en fait, l'Ukraine est un remake actuel, est un remake de ce qui s'est passé en Géorgie. Donc si on veut savoir, si on veut se rendre compte, si on veut comprendre comment les Russes envisagent d'intervenir en Syrie, si les Américains attaquent, il faut regarder ce qu'ils ont fait en Géorgie. Là, c'est foudroyant. Hein. C'est-à-dire que ils envoient des S-300. Alors déjà, ça va faire un carnage. Et après, ça peut être l'aviation. C'est-à-dire que ça peut engager directement l'aviation russe. Je laisse imaginer à chacun le soin d'imaginer la confrontation qu'il pourrait y avoir, le caractère de la confrontation qu'il pourrait y avoir entre la chasse aérienne américaine et la chasse aérienne russe. Sachant que les Américains ont d'ores et déjà engagé leurs F-22 Raptor, qui sont pratiquement les derniers nés des avions de chasse. Donc ils s'attendent à avoir la chasse russe tôt ou tard face à face. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ou à tout le moins, en tout cas, des S-300 aux fesses. D'accord ? Sinon, ils engagent du F-15, F-16, F-18, enfin les trucs classiques, quoi, hein, qui ont déjà un peu de bouteille. Donc s'ils engagent des F-22, en plus, c'est pour bombarder des terroristes du Daesh. Donc ils savent bien qu'il y a derrière. Les terroristes du Daesh, ils n'ont pas de système. Ils n'avaient même pas de système léger anti-aérien. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'avions. Si, ils ont réussi à récupérer 3 avions et c'est l'armée syrienne qui les a dégommés. Il en restait plus qu'un. En fait. L'aviation aérienne syrienne est intervenue, ils en ont dégommé 2 dès qu'ils sont atterris. Et le 3e, ils savent pas où il est, mais enfin, lui, à mon avis, il décollera plus. Hein. Ou alors, c'est pour une mission suicide, hein, mais autrement, c'est fini. Hein. Voilà, c'est pour dire. C'est pour dire. Donc, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Hein, je crois qu'on t'as bien développé le sujet. Hein, Moi, j'ai une meilleure vision un peu de tout ce qui se passe. J'espère que vous aussi. Oui, bien sûr, parce que je t'ai pas seulement dit les choses à toi, bien évidemment, puisqu'on est en direct. C'est pour vous transmettre toutes ces informations qui sont certes inquiétantes, c'est vrai, mais je crois que malheureusement... c'est bon de le savoir. Ouais, une bête blessée à mort, elle se défend, elle utilise tout ce qui lui reste, et les États-Unis sont cette bête blessée,
Et elle va mordre, hein. Mm. Elle va mordre très fort, hein. Tant Mm. qu'elle ne sera pas à genoux complet, tant qu'elle aura la possibilité de revenir à son état d'hégémonie planétaire, elle va tenter de le faire, hein. Mm. Et évidemment, en face, les Chinois et les Russes vont faire tout ce qu'il faut pour empêcher les États-Unis de revenir à leur première place, hein. Mm. Déjà, en fin d'année 2014, les Chinois vont passer devant les États-Unis en termes de PIB mondial, hein. Oui. Ça va devenir la première puissance. Ouais. Et ça, c'est une vexation pour Mm. les États-Unis, Mm. hein. C'est Mm. une vexation parce que les Chinois, c'est pas une puissance financière, c'est une Mm. puissance économique basée sur l'industrie, sur les entreprises, Sur le concret. voilà, sur le concret. Alors que les États-Unis, c'est du financier, Mm. c'est de l'entourloupe financière. Mm. Donc voilà. Donc déjà, quand tu perds la suprématie financière, très rapidement derrière, tu perds ta suprématie militaire. Mm. Parce qu'il faut financer Mm. les guerres, il faut financer les armements. Si t'as pas les moyens, tu